Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous raconter légendes, contes et même chanter. Je me présente, Gaëtan Breton, et mon musicien accompagnateur, Charles Johnson. Alors, bonne écoute! La bombe, la jolie bande, la bombe, m'appelle la bombe, la jolie bande, la bombe, m'attend. Derrière chez nous, y a un étang, derrière chez nous, y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. La bombe, la jolie bande, la bombe, m'appelle la bombe, la jolie bande, la bombe, m'attend. Trois beaux canards s'en vont baignant, trois beaux canards s'en vont baignant. Le fils du roi s'en va chassant. La bombe, la jolie bande, la bombe, m'appelle la bombe, la jolie bande, la bombe, m'attend. Le fils du roi s'en va chassant, le fils du roi s'en va chassant, avec son grand fusil d'argent. La bombe, la jolie bande, la bombe, m'appelle la bombe, la jolie bande, la bombe, m'attend. La bombe, la jolie bande, la bombe, m'appelle la bombe, la jolie bande, la bombe, m'attend. Cette histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie, vraie comme je vous dis. C'est l'histoire de mon ancêtre, le premier qui est arrivé ici du temps de la Nouvelle-France. Nous sommes en 1668. Il s'appelait Jean-Élie dit Breton, tête de cochon. Je vous explique. Jean, son prénom. Élie, son nom de famille, dit Breton parce qu'il venait de la Bretagne. Tête de cochon, je vous explique. De la part de mon ancêtre, ça s'avérait finalement une qualité. Ce qu'il avait dans la tête, il ne l'avait pas dans les pieds, je vous le dis. Quand il prenait une décision, ça y allait par là. Un jour, il a entendu dire à travers les branches que le roi Louis XIV, ce grand roi soleil, cherchait tout plein de monde pour venir vivre ici en Nouvelle-France. C'était vide de monde ici, bien sûr, avec les Indiens. Mais cet espace immense était à remplir. Donc Jean, quand il a entendu ça, il s'est dit, pourquoi pas moi? De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ma femme vient de mourir sans me laisser d'enfant, alors vaut mieux tenter l'aventure ailleurs, dans cette Nouvelle-France. Mais quand tout son monde, le voisinage, a entendu dire ça, que Jean voulait partir en Nouvelle-France, tous sont venus chez lui pour l'en dissuader. « Hé Jean, arrête de faire ta tête de cochon! Si tu pars là-bas, tu sais qu'on ne te verra plus jamais. Hein? Paraît-il que c'est une aventure mais extrêmement périlleuse. D'abord, le voyage en bateau. Tu peux être malade, mourir en cours de voyage. Tu peux être attaqué par des pirates, des corsaires. Et rendu là-bas, paraît-il qu'il y a des Indiens qui sont dangereux, que tu pourrais mourir. Une flèche au cœur. Ah non, Jean, reste avec nous. Mais Jean disait à tous ceux qui l'entouraient, qui même me suivent. Mais tous baissaient la tête. Alors Jean dit, très bien, je partirai seul d'abord. Il a préparé son petit baluchon. Mais il venait d'un petit village en Bretagne, dans les terres, un petit village qui s'appelle Ménéac, dans le Morbihan. Et pour prendre le bateau, il fallait qu'il se rende jusqu'à Saint-Malo. À pied, c'était à peu près 100 km quand même, 100 km. C'était risqué quand même. Donc on se donnait du courage pendant cette longue promenade, cette longue destinée vers Saint-Malo. Lors, il chantait. Se donnait du rythme. À Saint-Malo, beau port de mer, à Saint-Malo, beau port de mer, trois grands navires sont arrivés. Nous irons sur l'eau, nous irons
irons nous promener, nous irons jouer dans l'île, dans l'île. Trois grands navires sont arrivés, trois grands navires sont arrivés, chargés d'avoine, chargés de blé. Nous irons sur l'eau, nous irons nous promener, nous irons jouer dans l'île, dans l'île. Trois grands navires sont arrivés, trois grands navires sont arrivés, chargés d'avoine, chargés de blé. Nous irons sur l'eau, nous irons nous promener, nous irons jouer dans l'île, dans l'île. Et c'est ici, en chantant, qu'il est arrivé au port de Saint-Malo. Il est arrivé comme ça, là, en haut d'une petite butte, il a vu Saint-Malo. Oh, c'était une grande ville quand même pour lui qui arrivait d'un petit village de rien du tout. Et là, il a été impressionné parce qu'il a vu la mer pour la première fois, immense. À Ménéac, parce que c'était juste un petit ruisseau qui parcourait les terres, c'était tout. Alors là, il s'est approché, il est descendu de la colline, il s'est approché, il est allé au bord de la mer, sur le quai. Et là, pour la première fois, il voit cet immense bateau, un grand voilier. Déjà, les voiles battaient au vent, on était prêts à partir. Il est monté juste à temps. Mais, quelle fut pas sa surprise? Dans le bateau, il y avait plein de monde, des familles, hommes, femmes, enfants. Il n'était pas le seul d'avoir pris la décision de s'en aller là-bas. Il y avait même des gens qui venaient de la Normandie, de la Picardie, encore de la Bretagne et même de Paris, imaginez-vous donc. Le voyage a démarré lentement. Doucement. Mais dans ces voyages-là, les plus faibles mouraient de typhus, de choléra, c'était pas facile. Alors quand on mourait, on était jeté dans la mer. Et on a évité de justesse un bateau de corsaires. Et 2 mois après, au mois de juillet 1668, on arrive enfin au port de Québec. Québec, dans ce temps-là, c'était un petit bourg de rien du tout, entouré d'une palissade. Il y avait le couvent de Marie de l'Incarnation, il y avait le château Saint-Louis où le gouverneur logeait, il y avait quelques églises, quelques maisons. Mais là, Jean, où allait-il s'installer? Eh bien, sur l'île d'Orléans. Le roi Louis XIV leur avait concédé des terres sur l'île. Plusieurs sont partis vers cette destination. C'est pas pour rien qu'on dit que l'île d'Orléans, c'est le berceau de la civilisation française en Amérique. Lui, il était chanceux, Jean, parce qu'il a obtenu une petite terre dans la paroisse de Saint-Jean, une terre à demi défrichée quand même. Il n'y avait qu'à retourner la terre pour planter, faire un petit jardin pour survivre, mais il fallait qu'il continue à bûcher quand même. Oh! Le premier été, il a trouvé ça dur là-bas, vraiment dur. Parce que les moustiques d'abord. En Bretagne, il n'y avait pas ces moustiques-là, les maringouins, les frappes à bord, les mouches noires. Ce premier été, il est devenu rouge comme une fourrure. Et l'hiver, la neige finissait pas de tomber de l'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, et peut-être même avril. En Bretagne, il n'y en avait pas de la neige comme ça. Il a fallu qu'ils apprennent à marcher sur la neige. Heureusement qu'il y avait les Indiens. Non, ils n'ont pas envoyé une flèche au cœur, non, ils ont plutôt aidé les Français qui y arrivaient. Ils leur ont montré comment construire des raquettes pour marcher sur la neige, construire une traîne sauvage pour transporter leurs produits, comment se guider dans ces grandes forêts là, pour la chasse et même pêcher sur la glace. Une chance qu'ils étaient là, je pense qu'ils n'auraient jamais survécu en Nouvelle-France, les Français. Mais plusieurs fois, il a été tenté là, de partir en Bretagne. Il trouvait ça vraiment difficile. Mais je vous le dis, il était tête de cochon. Non, il dit, j'ai pris ma décision de rester ici. Je vais rester ici, coûte que coûte. Eh bien, il a été récompensé pour ce choix. Parce qu'1 an après, jour pour jour, il rencontra le grand amour de sa vie, du nom de Jeanne Labbé, fille du roi. Moi, quand j'étais jeune, fille du roi, je pensais que c'était des princesses, filles du roi. Non.
Les filles du roi, c'était plutôt des jeunes filles pauvres, orphelines que le roi Louis XIV prenait le temps de les éduquer. Il leur donnait une dot pour aller se marier là-bas. Parce que, dans ce temps de Nouvelle-France, les hommes cherchaient désespérément des femmes. Les femmes ne voulaient pas risquer cette aventure. Mais là, plusieurs ont été prêtes, à peu près de 800 filles sont parties. Ça paraît. Et quand elles arrivaient au port de Québec, tous les hommes célibataires s'attroupaient autour du quai et les regardaient descendre. Et Jean avait remarqué, Jeanne, son cœur n'a fait que le tour. Mais il ne pouvait pas l'approcher tout de suite, elle allait s'installer chez Marie de l'Incarnation pour les éduquer, ces jeunes filles, comment vivre ici, en Nouvelle-France. Mais 15 jours après, il l'a rencontré. Jean et Jeanne ont croisé leur regard et s'étaient choisis. Et c'est Jeanne d'abord qui a choisi lequel qu'elle voulait. Et c'est mon ancêtre qu'elle l'a choisi, j'en suis bien contente. Ils se sont mariés peu de temps après. De cette union, ils ont eu 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Et moi, je suis ici présente, je suis l'authentique arrière, petite fille de la 12e génération de Jeanne Labbé et de Jean Hilly, dit breton, tête de cochon, et fière de l'être. Croyez-le pas, cette histoire, elle est finie. C'est l'histoire d'une femme qui appelle son mari, qui finit jamais par entrer à la maison. Où c'est que t'es donc parti, toi mon bon vieux mari? Où c'est que t'es donc parti, ce que l'on appelle l'amour? Où c'est que t'es donc parti, toi mon bon vieux mari? Le meilleur buveur du pays. Parti au café. Quand c'est que tu vas revenir, toi mon bon vieux mari? Quand c'est que tu vas revenir, ce que l'on appelle l'amour? Quand c'est que tu vas revenir, toi mon bon vieux mari? Le meilleur buveur du pays. Demain ou un autre jour. Que c'est que tu veux que je te cuise, toi mon bon vieux mari? Que c'est que tu veux que je te cuise, ce que l'on appelle l'amour? Que c'est que tu veux que je te cuise, toi mon bon vieux mari? Le meilleur buveur du pays. Une douzaine d'œufs puis un demi-gallon de café. Mais ça pourrait tuer, toi mon bon vieux mari. Mais ça pourrait tuer ce que l'on appelle l'amour. Mais ça pourrait tuer, toi mon bon vieux mari, le meilleur buveur du pays. C'est pas grave, on est bon pour mourir un jour ou l'autre. Où c'est que tu veux que je t'enterre, toi mon bon vieux mari? Où c'est que tu veux que je t'enterre, ce que l'on appelle l'amour? Où c'est que tu veux que je t'enterre, toi mon bon vieux mari, le meilleur buveur du pays? Dans le coin de la cheminée, à tout moment, passe-moi donc une patate chaude. La 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 la. Voici une légende, une des plus célèbres de notre région. C'est la légende de Rose, la tulipe. Vrai comme je vous le dis là. Rose était la plus belle fille du village. C'était la fille unique de Monsieur la Tulipe. Ah, il l'aimait comme un fou et il ne pouvait jamais rien refuser à sa fille. Rose, c'était une belle brunette. Elle était fiancée à Gabriel, un bon garçon du village. Mais on disait quand même qu'elle était un peu frivole, coquette, elle aimait bien s'habiller, elle aimait les beaux chapeaux, les colliers. Et surtout, elle aimait les divertissements, danser. Elle dansait si bien, Rose. Donc, c'était rendu une coutume, là. Une fois par mois, Rose la Tulipe organisait une soirée de danse chez elle. Et il y avait de la chance parce que M. la Tulipe avait une grande maison et une grande salle à manger. Alors pour la danse, comment on organisait ça? On poussait la table près du comptoir, on mettait toutes les chaises autour de la salle à manger. Là, ça donnait un espace confortable pour danser. Un jour de mardi gras, Rose organise une danse, c'est pas long,
Tous les jeunes du village ont entendu la nouvelle, puis même les jeunes des villages avoisinants ont entendu qu'il y avait une danse chez les La Tulipe. Tout le monde se précipitait pour être les premiers arrivés. Dès 6 heures, ça rentrait dans la maison. Puis le musicien, là, le violoniste, s'installait lui sur la table. Ça faisait comme une petite scène. Tout le monde pouvait l'entendre jouer. Puis il y avait le colleur qui a dit, soudainement, vers 7 heures du soir, « Tout le monde en place pour un 7 carré! Musique! » Saluez votre compagnie d'un côté et de l'autre, tous par la main, par la gauche et par la droite, 2 par 2 et promenade, et tout le monde swing, et ainsi de suite. Et la soirée se déroulait si joyeusement entre un rire, une polka, et une vache, une chanson, et soudainement, vers 11 heures, on entend une voiture arriver. Tout s'arrête, voyons. Qui peut bien arriver à cette heure-là? En plus, il y avait une tempête de neige qui commençait. Quelqu'un gratte à la vitre, c'était givré. Hey! C'est un gros qui arrive là, hey, c'est pas possible. C'est tout un cheval, hey, ça parle au diable. Ce cheval-là, il a l'air tellement puissant qu'il pourrait grimper jusqu'au toit de la maison. Qui ça peut être? Là, on observait ce cheval, mais là, pendant ce temps-là, l'étranger cogne à la porte. Monsieur La Tulipe va ouvrir. Oui, monsieur, vous désirez? Vous êtes perdu? Non, 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 non. J'ai entendu dire qu'il y avait une fête chez vous. Est-ce que je pourrais participer à ce divertissement? Oui, oui, bien sûr, dit monsieur La Tulipe. Est-ce que je vais envoyer un jeune là, pour vous s'occuper de votre cheval? Dites non, 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 non. Je ne resterai pas longtemps de toute façon. Laissez-le tranquille. D'abord, dégrayez-vous. Il enlevait son beau manteau en capuchon, puis dessous, il y avait des habits tout en velours noir et galonnés de partout. Il était beau cet homme. Mais il y avait quelque chose d'un petit peu étrange dans les yeux. Mais il refusa d'enlever ses gants et son chapeau, disant que ça faisait partie de la fête du Mardi Gras. Alors, monsieur La Tulipe lui offre un petit verre d'eau de vie. Vous acceptez, monsieur? Il dit, bien sûr. Et après, il a pris son petit coup. Il se détourne, il regarde tout autour de la salle, comme ça. Et toutes les jeunes filles espéraient que ce beau monsieur les demande à danser. Tous espéraient. Alors il s'en va, d'une à l'autre, et il s'arrête à Rose. Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi pour le reste de la soirée? Elle dit, oui, certainement. Mais son fiancé Gabriel était à côté d'elle. Oui, son fiancé Gabriel. Puis il devait se marier là, après Pâques. Là. Comment ça qu'elle va danser avec lui? Ça en mordait les lèvres jusqu'au sang. Et alors, il s'est levé avec Rose et il a dit au musicien, une valse. Rose n'avait jamais dansé aussi merveilleusement bien. Oui, Gabriel, son fiancé, c'était son partenaire normalement, mais Gabriel avait toujours le dos raide et il défilait souvent sur les orteils. Mais lui, ce beau danseur, il emportait doucement, la faisait virevolter dans tous les sens. Tout le monde les observait tellement ils étaient beaux à voir. Même que Rose pensait s'envoler jusqu'au 7e ciel. Mais tout à coup, au milieu d'une valse, il y avait sa tante là, dans la salle à côté, là, dans la chambre à côté. Oui, dans la chambre à côté, qui se berçait puis qui disait son chapelet. Tout d'un coup, elle s'arrête, elle fait signe à Rose. Rose, j'ai quelque chose à te dire. Rose, elle s'excuse auprès du danseur. Elle va parler à sa tante. Hey, Rose, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cet homme. À chaque fois que je prononce un Je vous salue Marie, il me lance des flamèches dans les yeux. Ah, ma tante. Ma tante, laissez s'amuser les jeunes, là, puis continuez à grainer votre chapelet, là.
Elle retourne vers le beau danseur. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette vieille radoteuse? Oh, c'est pas important. Vous savez, les vieilles veulent toujours nous avertir de danger. C'est pas bien grave. Et la danse continue. Rose est si heureuse. Et soudainement, sonnent les 12 coups de minuit. Monsieur Latulipe, il dit, on arrête la danse. C'est jour du mercredi des cendres, c'est le moment de faire pénitence. Tout le monde sort de la maison. Alors le beau danseur regarde Monsieur Latulipe et dit, une dernière petite danse. Monsieur Latulipe, oui, oui, père, une dernière petite danse. Et comme Monsieur Latulipe ne pouvait jamais rien refuser à sa fille, il dit, une dernière petite danse, mais c'est la dernière. Oui, père, je vous promets. Et ils sont repartis. Et la musique a reparti dans une valse. Et c'est à ce moment-là que le beau danseur dit à Rose, donnez-moi votre main. Belle Rose, vous avez accepté d'être avec moi pour la soirée. Pourquoi n'accepteriez-vous pas d'être à moi pour toujours? Rose lui dit, voyons donc, arrêtez de vous moquer de moi. Moi, je suis une pauvre petite fille de paysan. Vous ne pouvez pas souhaiter vivre avec une fille si modeste. Mais Rose, dit le beau danseur, je vous jure que je suis sincère. Voulez-vous être à moi pour toujours? Alors elle regarde soudainement son fiancé sur le côté, comme ça. Et alors je vois, dit le beau danseur, vous aimez cet homme. N'en parlons plus. Oui, je l'aime. Je l'ai aimé. Mais peut-être que mon père ne voudra pas. Mais votre père, dites oui, Rose. Vous n'avez qu'à dire oui. Et je m'arrange avec le reste. Alors, comme envoûtée par son regard, subjuguée par ce bel homme et ce danseur si merveilleux, elle dit dans un élan, oui, je veux être avec vous pour toujours. Alors, belle Rose, donnez-moi vos mains. Elle les retire tout aussitôt parce qu'elle s'est sentie piquée dans le creux de la main et le sang commençait à couler. Elle s'est sentie mal. Elle est allée s'asseoir. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est allé dehors et qui rentre immédiatement en criant « Hey, monsieur Latulipe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, malgré la tempête de neige épouvantable, toute la neige est fondue autour du cheval. » Là, on commençait à s'inquiéter, les mois se faisaient ressentir, tout le monde commençait à être inquiet, surtout monsieur Latulipe, surtout qu'il avait vu sa fille avoir un malaise. Oh là là, mais lui, là, l'étranger, ne se préoccupait pas de ça. Il était devant Rose et dit « Rose, belle Rose. Regardez, il sort de sa poche un beau collier de perles. Prenez ce collier de perles, mettez-le à votre cou et enlevez ce collier de verre qui n'a aucune valeur. » Mais Rose ne voulait pas enlever son collier de verre. C'est son fiancé qui lui avait donné le jour des fiançailles. Et en plus, il y avait une petite croix bénie qui semblait la protéger. Mais une autre scène se jouait au presbytère. Monsieur le curé, toute la soirée, là, il avait supplié le Dieu du ciel d'avoir pitié de ses paroissiens, de leur pardonner s'ils faisaient des petits péchés de mardi soir, de mardi gras. Alors il a supplié comme ça toute la nuit, toute la soirée. Et à 11h30, il est fatigué, il décide de se coucher. Mais à minuit, il se réveille brusquement. Il dit à son domestique Antoine, Antoine, vite, attelle le cheval à la charrette, là, il faut se rendre chez les Latulipe. Antoine était tout endormi. Il dit, regarde, y a quelqu'un qui est en train de mourir, monsieur le curé? Non, 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 non. Pire, il y a quelqu'un qui est en train de donner son âme au diable. Vite, attelle le cheval. Pendant ce temps-là, le curé s'est habillé chaudement et il apportait avec lui son eau bénite et son goupillon et ses prières. Hey, on dirait que le cheval était transporté par des anges et s'est rendu le temps de dire chez les Latulipe. Il est entré soudainement dans la maison et il s'est approché directement de l'étranger qui était prêt juste
à prendre Rose pour la vie. Il lui dit: que fais-tu ici, malheureux parmi les chrétiens? Il regarde le curé. Je ne considère pas comme chrétien ceux qui s'amusent, dansent le soir du mercredi des cendres. De toute façon, cette jeune fille s'est donnée à moi, et le sang qui a coulé de sa main signifie qu'elle m'appartient pour la vie. C'est ce qu'on va voir, dit monsieur le curé. Il sort son goupillon, son eau bénite, et vous savez qu'aucun diable ne résiste à l'eau bénite. Il a fait des grands signes de croix en disant des prières en latin que personne ne comprenait, mais tous étaient à genoux. Il priait. Et comme vous savez, donc, après ce dernier signe de croix et de l'eau bénite dans son visage, il est parti, affolé, dans un cri terrible et des hurlements épouvantables, en le sang derrière lui, et une odeur de soufre terrible. Et après, ça a été le silence, un silence de mort. Mais où est Rose? Où est Rose? Eh bien, Rose, elle l'a trouvée sur le plancher. Elle avait perdu connaissance. Vite, monsieur le curé est allé la ramasser, puis l'asseoir. Là, elle s'est réveillée, elle a repris ses sens. Puis là, effrayée, dit: où est-il? Où est-il? Non, apaise-toi, Rose, il est parti. Mais qu'est-il arrivé à Rose par la suite? Eh bien, il y a plusieurs versions différentes dans cette histoire. Il y en a qui disent que Rose, bien finalement, le beau Gabriel a pardonné à Rose et se sont mariés comme prévu après Pâques. Ils ont eu des enfants et la vie a repris la normale. Mais une autre version dit non, Rose, elle est rentrée plutôt chez les religieuses. Mais oui, elle s'est fait sœur, une nonne, et elle est morte 5 ans après, dans la tristesse. Mais il y a une autre version qui dit non, c'est pas ça qui est arrivé. Non, le diable a vraiment réussi à la prendre Rose et à l'amener pour toujours dans les enfers. Comme dans cette prochaine complainte de Rose la tulipe. Mon père, voulez-vous que j'aille au bal ce soir? Vous n'irez point au bal, ni aux veillées du soir, car c'en est la cause au plus grand désespoir. La cruelle d'enfant répondit à son père: oui, je prendrai un homme, oui, je le marierai, que ce fût-il le diable, oui, je l'épouserai. Sorti de la maison, sans l'avis de son père, rencontre-t-il le démon sous la forme d'un homme. Bonjour, mademoiselle, je vous connais très bien. Et la prière lui donne un anneau pour son doigt. La prend par sa main blanche, la conduit à la danse. Il changea de figure, il devint si affreux. L'amène la créature avec lui dans le grand feu. Des cris, des hurlements qu'on entendit en l'air, jeune fille de 15 ans qui avait su lui plaire. Il faut pas plaire aux hommes, car il faut plaire qu'à Dieu. Moi, c'en est la cause, si je brûle dans le grand feu. Créez-le pas, cette histoire, elle est finie.